C'est la suite de l'heure des pros été. Ce scénario qui s'est déjà répété de nombreuses fois dans la vie médiatique et politique. Des femmes journalistes obligées de se mettre en retrait quand leur compagnon ou mari est candidat à l'élection présidentielle ou devient ministre. Et on va parler plutôt du cas aujourd'hui de Léa Salamé. Son compagnon Raphaël Glucksmann va officialiser d'ici quelques jours sa candidature à l'élection présidentielle. Léa Salamé qui donc ne retrouvera pas son fauteuil de présentatrice du journal de 20h. On en parle d'abord avec Sharon Camara, on voit tous les détails et on rejoint Françoise Laborde juste après. Elle pourrait ne pas être à l'antenne à la rentrée. Après une saison à la tête du 20h de France 2, la journaliste Léa Salamé pourrait se mettre en retrait le temps de la campagne présidentielle. Son compagnon Raphaël Glucksmann devrait prochainement annoncer sa candidature. Un scénario que le leader de Place Publique avait déjà évoqué en 2025. En cas de candidature à une élection nationale à venir, eh bien, effectivement, le sujet se posera et il sera tranché de manière totalement transparente. Un cas loin d'être isolé. En 2006, Béatrice Schoenberg, mariée à Jean-Louis Borloo, quitte la présentation des JT de France 2 pendant la campagne présidentielle de 2007. En couple avec Arnaud Montebourg, Audrey Pulvar avait continué à travailler pendant la campagne présidentielle de 2012 avant de quitter certaines fonctions lorsqu'il avait été nommé ministre. Moi, je trouve qu'il y a une certaine forme d'hypocrisie dans l'idée de dire à un moment donné la présentatrice du 20h, parce que son mari est candidat, va plus présenter le 20h. On ne peut pas demander à un journaliste d'être complètement indépendant de tout. Est-ce que ça altère son objectivité? Si c'est un bon journaliste, normalement non. En 1997, Anne Sinclair quitte l'émission 7 sur 7 après la nomination de son mari Dominique Strauss-Kahn au ministère de l'économie. Une décision qui donne naissance à la jurisprudence Anne Sinclair visant à prévenir d'éventuels conflits d'intérêts. Françoise Laborde, bonjour, journaliste, ancienne membre du CSA. On vous a entendu dans ce reportage, mais on va prolonger un petit peu avec vous. Effectivement, vous parlez d'une certaine forme d'hypocrisie, parce que d'abord, certes, Raphaël Glucksmann va être candidat à l'élection présidentielle, donc Léa Salamé doit se mettre en retrait. Ça ne gênait pas, par exemple, quand il pensait à cette présidentielle ou quand, de toute évidence, il était déjà sur la scène politique. Pourquoi la présidentielle changerait quelque chose ? Mais je suis bien d'accord. C'est à la fois parfaitement hypocrite et complètement ridicule. Parce qu'on se doute bien que quand on vit avec un homme au quotidien, d'abord on a un certain nombre de convergences d'idées, même si on partage pas tout. Donc les convergences d'idées, elles existent que son compagnon soit ou pas candidat à l'élection présidentielle. Donc il fallait à ce moment-là décider que à partir du moment où Léa Salamé vivait avec Raphaël Glucksmann et qu'il était possiblement candidat à l'élection présidentielle, fallait-il lui confier le journal de 20h. Maintenant qu'elle est présentatrice du 20h, qu'est-ce que ça change qu'il soit candidat à l'élection présidentielle? Franchement, alors bon, il y a maintenant, les candidats mettent en scène leur vie familiale quand ils se présentent à une élection. Donc, ils se montrent avec leurs compagnes, leurs enfants, etc., etc. Ça fait partie un petit peu des jeux de pouvoir. C'est sûr que c'est un peu contradictoire avec le fait de présenter le 20h. Mais j'allais dire, ce sont des choses qu'on doit anticiper normalement. Et je tiens à souligner d'ailleurs dans les exemples que vous avez montrés, ce qui est quand même assez intéressant, y compris, on a parlé de la jurisprudence Anne Sinclair, mais de mémoire, Anne Sinclair a arrêté son émission qui était à l'époque, elle présentait pas le journal, c'était 7 sur 7 si j'ai bonne mémoire, Oui. et elle s'est mise à s'occuper à TF1 si j'ai bonne mémoire des questions internet qui débutaient à l'époque. Donc, il y a des journalistes qui ont renoncé à leur métier. C'était plus que quitter l'antenne le temps d'une émission. La question qui se pose en effet, c'est est-ce qu'on peut être journaliste, homme ou femme, peu importe, et vivre conjointement avec un homme politique ou une femme politique. On sait qu'à ce moment-là, forcément, il y a une convergence d'idées. Donc, est-ce que ça altère ses capacités journalistiques? Mais à ce moment-là, il faut changer de métier. C'est pas simplement se dire je me retire le temps d'une présidentielle, parce qu'alors ça n'a pas de sens. C'est parfaitement hypocrite, c'est parfaitement ridicule. Oui, parce qu'il y a une certaine hypocrisie, vous le disiez. Donc, elle quitte la présentation du journal de 20h, qui pour le coup est un exercice assez factuel avec des reportages. Il n'y a pas de débat dans un 20h, mais elle va garder une autre émission sans invité politique. Il devrait trouver également une autre émission. Le concept est en train d'être cherché. C'est-à-dire que je reviens sur ce mot d'hypocrisie que vous utilisiez.
Soit on estime que Raphaël Glucksmann lui tient stylo alors qu'elle avait elle-même utilisé cette expression en disant que ça n'était pas le cas. Et comme vous le disiez, il n'y a aucune émission possible. Soit on estime qu'elle sait réfléchir par elle-même, ce qui est le cas. Et dans ce cas-là, il est totalement possible qu'elle continue son travail normalement. Mais le point que vous soulignez est extrêmement intéressant. Parce qu'en effet, le journal de 20 heures, moi je l'ai pratiqué, c'est un exercice où, au fond, l'opinion du présentateur a assez peu d'importance. Parce que, voilà, un bon présentateur de journal, il se met en retrait par rapport au sujet qu'il doit annoncer et il ne fait pas état de son opinion politique. Il se contente d'annoncer qu'il y a un meeting ici, un incendie là-bas, une crise internationale là, et son point de vue, on s'en fiche. Moi, quand j'étais chef de service à la télévision, je disais toujours aux journalistes avec lesquels je travaillais, on vous demande de rendre compte des faits, on vous demande d'aller sur le terrain, de raconter ce que vous avez vu, votre opinion, savoir si ça vous plaît, ça vous convient, vous trouvez ça bien, vous trouvez ça pas bien. Tout le monde s'en fout, ça nous intéresse pas. Et quand on est journaliste, on n'a pas à faire part de son point de vue. Et surtout quand on est dans le 20 heures. Mais, enfin, dans le 20 heures ou dans le 13 heures ou Bien sûr. dans des grandes chaînes. Mais là où il y a en effet quelque chose qui est absurde, c'est de considérer qu'elle ne peut pas faire le 20 heures, mais alors elle peut faire, elle peut faire des émissions de débat, ou alors par définition, dans une émission de débat, bah, on donne libre cours à son opinion, on va titiller un peu plus tel invité, un peu moins tel l'autre. Le choix des invités est absolument déterminant dans une émission. Donc, c'est une histoire absurde, ridicule, à la française, comme on s'est inventé, c'est-à-dire on se drape d'une fausse vertu qui est absolument ridicule et qui n'existe pas, puisque de toute façon, soit en effet on considère que Léa Salamé, c'est pas une surprise, on sait qu'elle a une sensibilité plutôt de gauche, d'ailleurs elle vit avec un homme qui est plutôt à gauche, bon très bien, mais par ailleurs on considère que c'est une bonne journaliste, soit on considère que c'est pas une bonne journaliste et on lui dit bah, il faut que tu changes de métier. Et ça arrive, on peut tout à fait vivre sans être journaliste et sans faire de la télévision, hein, c'est pas la fin du monde non plus. Mais ce côté, tu peux faire le 20 heures, mais pas une émission débat, et puis alors peut-être pas à 20 heures, mais à 23 heures, ça peut le faire. Et alors, du coup, comment ça va se passer s'il lui fait campagne et qu'elle est à ses côtés sur les photos, comme la semaine dernière dans Paris Match, je crois. Ça, là, ça pose pas de problème, ou bien il va te dire, à partir du moment où je fais campagne, plus jamais mon épouse, je sais pas si sont mariés ou pas, ou ma compagne, ne sera prise en photo à côté de moi pour ne pas troubler le téléspectateur. Enfin, je veux dire, on prend vraiment les gens pour des imbéciles. On prend vraiment les lecteurs pour des abrutis complets qui comprennent rien ni à la vie de couple, ni aux médias, ni à la façon dont sont les choses. Moi, je suis sidérée par ce genre de débat. Et je retiens cet échange aussi ce terme effectivement d'hypocrisie avec une décision un petit peu quand même en demi-teinte. Merci beaucoup Françoise d'avoir été Merci avec à nous vous. sur CNews et sur Europe 1. On va parler maintenant d'international avec le Portugal qui promulgue donc une loi qui interdit le port du voile intégral dans l'espace public. On voit d'abord les faits avec Thibaut Marcheteau. C'est le président portugais António José Seguro qui a promulgué cette loi. Votée par le Parlement en juillet dernier, elle interdit donc le port du voile intégral dans l'espace public et toute forme de dissimulation du visage. Dans un communiqué, le chef de l'État s'est expliqué. Le visage doit être considéré comme un élément central de l'identité et de la communication humaine. L'ancien dirigeant du Parti socialiste a toutefois reconnu qu'il s'agissait d'un sujet de grande sensibilité sociale et culturelle. La loi interdit le port de vêtements destinés à dissimuler le visage ou empêcher son identification dans les espaces publics, ainsi que toute contrainte imposant à une personne de se couvrir le visage pour des motifs liés notamment au genre, à la religion, à l'âge ou à l'origine. En cas de non-respect de la loi, les contrevenants s'exposent à des amendes comprises entre 150 et 3 000 euros. En France, le port du voile intégral dans l'espace public est également interdit depuis la loi du 11 octobre 2010. On va en parler avec Pierre-Hugues Barré, docteur en droit. Bonjour et merci d'être avec nous. Le reportage qu'on vient d'entendre de Thibaut Marcheteau le rappelle. En France, en théorie, depuis 2010, maintenant, nous avons la même législation. Et pourtant, on se rend compte, notamment dans un certain nombre de rues ou de quartiers, que cette législation n'est pas appliquée ou en tout cas pas respectée.
Alors c'est une législation qui est difficile à mettre en œuvre et d'autant que les amendes, concernant le port, de la burqa sont extrêmement modestes, sauf si vous imposez le port de la burqa à quelqu'un d'autre. Dans ce cas, l'amende est bien supérieure. Mais en réalité, on se rend compte tout de même que, la Belgique, en 2011, donc 1 an après nous, a adopté, l'interdiction du port de la burqa, en tout cas du fait de se masquer intégralement dans l'espace public. La Suisse l'a fait très récemment par référendum, désormais le Portugal le fait. Donc on constate que dans toute l'Europe, il y a tout de même ce mouvement-là qui consiste d'une certaine manière à essayer de changer les mœurs des nouvelles populations qui arrivent en Europe en tentant de leur imposer un mode de vie à l'européenne. Donc on verra si dans les faits ça s'applique et ça peut être mis en œuvre. Mais bon, on constate qu'il y a tout de même ce grand mouvement européen qui, en quelque sorte, contredit une approche davantage anglo-saxonne. Par exemple, dans quelques pays scandinaves, en Angleterre ou au Canada, lorsque vous êtes membre de la police nationale, vous pouvez porter le hijab puisque les uniformes sont taillés sur mesure, ou lorsque vous êtes sikh, pour pouvoir porter votre turban. Donc, dans ces pays-là, il y a une volonté, en quelque sorte, de permettre aux musulmans d'intégrer l'intégralité des strates de l'État sans changer d'un iota leur mode de vie. Et puis il y a aussi une vision plus française de neutralité dans l'espace public qui tend à s'imposer en Europe continentale. Et donc ça me semble être un mouvement positif. Ce qui est intéressant et ce qui serait intéressant aussi d'observer, c'est de voir si, et au moment où on se parle, on regarde un petit peu les pays qui sont justement sur cette même législation, qui ont déjà interdit le port des voiles intégrants. On peut parler du Danemark, des Pays-Bas, de la Belgique, du Luxembourg, de la Suisse, de l'Autriche et donc maintenant du Portugal. C'est de comparer aussi avec ce qui se passe avec nos voisins ou collègues de l'Union européenne. Nous, ça ne fonctionne pas très bien chez nous. Dans les autres pays qui ont déjà cette législation, est-ce qu'on sait si c'est vraiment respecté ou si c'est les mêmes complexités que sur notre territoire ? Bah écoutez, je n'ai pas de raison de penser qu'en Belgique, par exemple, ce serait davantage respecté qu'en France. Je pense même que les difficultés sont encore plus grandes. Mais on peut tout de même saluer les tentatives de législateurs de s'y opposer, puisque je vous rappelle, aujourd'hui, ça semble à peu près normal en France d'avoir interdit le port du voile intégral. Il faut se souvenir qu'en 2010, alors il n'y avait pas encore LFI dans nos assemblées, mais la gauche ironisait sur la loi, évoquant des policiers qui poursuivraient des touristes saoudiennes sur les Champs-Élysées. Et le Conseil d'État lui-même s'était opposé à la loi à 2 reprises, parce que le Premier ministre lui avait confié une étude d'une part, et d'autre part, dans son avis sur le projet de loi gouvernemental, le Conseil d'État avait dit qu'une interdiction générale et absolue n'était pas possible, que la France serait condamnée par la CEDH, et que le Conseil constitutionnel, de toute manière, allait censurer la loi. Or, c'est faux. La loi a été à la fois approuvée par le Conseil constitutionnel, avec une petite réserve d'interprétation concernant les lieux de culte, ce qui montre d'ailleurs un peu l'hypocrisie du projet, puisque quand on parle du fait de ne pas porter une tenue qui dissimule son visage dans l'espace public, bien sûr, on vise la burqa, et le Conseil constitutionnel ne s'en est pas trompé, sinon il n'aurait pas prévu une réserve d'interprétation pour les lieux de culte. Je clôt la parenthèse. Et la CEDH, quelques années plus tard, l'a également validé au titre du respect des normes minimales de la vie en société. On ne peut pas faire société, si je puis dire, dès lors qu'il y a des gens qui sont déguisés en fantômes, pour reprendre l'expression de Jean-Luc Mélenchon en 2010. Oui, effectivement, ces propos d'ailleurs qui sont en train de refaire surface aussi un peu sur les réseaux sociaux. Merci Pierre-Hugues Barré, docteur en droit. Raphaël Saint-Ville, on verra ce que ça donne au Portugal, mais on voit bien qu'en France, pour ceux qui n'ont pas envie de respecter cette interdiction, ils ne respectent pas cette interdiction et il ne se passe pas grand-chose. Peut-être que les forces de l'ordre ont aussi du mal à intervenir sur ce genre de problématique, mais le voile intégral, factuellement, n'est pas absent de nos rues. Non, c'est bien là le problème. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un mouvement européen qui vise à interdire, limiter en tout cas dans un certain nombre de pays, la possibilité du voile intégral. Et pour autant, on n'a jamais vu autant de femmes portant le voile intégral que ces dernières années, qu'il s'agisse de la France ou d'autres pays européens. Donc on voit les limites de ces lois qui souvent ne sont pas appliquées, mais parce que le nombre fait qu'aujourd'hui, cette possibilité d'appliquer la loi est rendue presque impossible. J'en veux juste un exemple. Jean-François Copé, qui est le promoteur de cette loi en France, a lui-même admis ces derniers temps, au lendemain des municipales à Meaux, la possibilité que des femmes voilées puissent participer au conseil municipal. C'est le signe que finalement, le problème, c'est moins le voile, que cette immigration incontrôlée qu'aujourd'hui accueille sans pouvoir finalement la contenir, la France et d'autres pays européens, et qui est une immigration d'origine, principalement en tout cas,
maghrébine ou subsaharienne qui arrive avec ses valeurs, avec ses us et coutumes, sans que nous soyons en mesure et en capacité, parce qu'on ne veut pas les assimiler, parce qu'on ne veut pas les braquer, un changement, un mode de vie à l'européenne. Michel Auboin, sur la difficile application de cette loi, on sait aussi à quel point c'est un sujet tabou pour certains, inflammable pour d'autres, et sans doute que même s'il y a l'interdiction du voile intégral, certains ont dû intégrer l'idée qu'il vaut mieux laisser faire en réalité que d'aller se battre pour pénaliser des femmes qui portent le voile intégral. Sans doute, mais il faut revenir à la loi de 2010. Il se trouve que j'étais directeur à l'époque et donc j'ai participé à l'élaboration de ce concept. Et le concept en question, c'est la dissimulation du visage. Oui. C'est ça que... Et d'ailleurs, c'est le même concept que reprennent nos amis portugais. Donc la question, c'est pas le voile lui-même, c'est la dissimulation du visage. Or, on a un problème dans la dissimulation du visage, c'est qu'on l'a réautorisé pour le Covid, avec les masques, oui. Et qu'aujourd'hui, c'est assez compliqué de dire à ceux qui portent un masque, parce que globalement, c'est plutôt le masque qui est utilisé en plus du voile, qui permet de cacher le visage. Pour quelle raison vous portez un masque et qui est autorisé à le faire, qui n'est pas autorisé à le faire? Et vous voyez, en France, et d'ailleurs j'étais en Italie, c'est la même chose, de plus en plus de gens qui portent un voile à des fins thérapeutiques, peut-être, en tout cas, qui sont assez compliquées. Sur la dissimulation totale du visage, il faut quand même dire les choses. C'est que ce que j'avais vécu dans les banlieues quand j'étais dans l'Essonne, c'est-à-dire la burqa afghane qui cache totalement le visage, avec simplement une sorte de grille sur les yeux qui permet de voir l'extérieur, ou même le voile intégral, c'est-à-dire qui cache tout, et dont la femme ne voit la réalité qu'à travers un voile, ça a totalement disparu aussi, quand même, ou plutôt quand même. Donc ça a disparu, donc au moins la loi a eu cet effet-là, parce qu'on aurait eu la multiplication de ce type de voile si on avait laissé faire. Voilà, donc on n'est pas encore très clair sur ce qu'on admet, ce qu'on n'admet pas, et les Européens réfléchissent. Je rappelle quand même que la Commission européenne a fait une grande campagne de publicité sur le voile lui-même étant considéré comme un vêtement ou comment dire, un vêtement qui aujourd'hui appartient à l'espace culturel européen. Donc, c'est assez compliqué d'intervenir. Après, c'est vrai, vous avez raison, c'est très compliqué pour la police en particulier d'intervenir quand il s'agit de femmes, et encore plus dans des quartiers où déjà c'est difficile d'intervenir tout court, quoi. La position de la gauche aussi, Michel Fayad, elle est intéressante parce que au Portugal et également, la gauche s'est opposée à cette mesure. Cette gauche très féministe qui systématiquement défend le port du voile intégral. On n'est pas à une contradiction près, certes, mais ça semble totalement opposé à leurs valeurs normalement. Oui, bien sûr, mais on sait que la gauche en Europe est devenue malheureusement une gauche qui s'appuie sur un nouveau prolétariat qui serait justement tous ces immigrés d'origine musulmane qui viennent en Europe. Mais plus largement, je pense qu'il y a une véritable erreur d'analyse de la part des dirigeants européens sur la question du voile. Parce que c'est vrai, il y a eu cette étude, cette loi qui a été faite sur la base de il faut que le visage soit visible d'une manière ou d'une autre. Et il y en a d'autres qui nous disent que voilà, le voile, c'est une question de supériorité de l'homme sur la femme et donc il faut remettre en cause cela. Mais en réalité, le voile islamique, ça va au-delà de ça. Bien sûr. En réalité, le voile islamique, si vous regardez les textes islamiques, ça repose sur le fait de distinguer la femme libre de la femme esclave. La femme libre devant se voiler et la femme esclave devant être non voilée, dénudée de la tête et même dénudée du haut du corps. C'est ce que disent les textes islamiques. Et il est dit justement que la femme qui est voilée, on ne doit pas la toucher parce que c'est la femme musulmane, c'est la femme libre, c'est la femme qu'on doit respecter. Et la femme esclave, celle qui n'a rien sur la tête, qui est dévêtue, celle-ci, on peut l'agresser, on peut même, si on va jusqu'au bout de l'agression, la violer. Donc en réalité, le vrai débat, le vrai sujet, c'est est-ce que les dirigeants européens connaissent l'islam et les textes islamiques ou ne les connaissent pas et donc font des lois de manière complètement naïve ou à côté de ce que ça implique. Parce que quand on entend parfois dans les débats, mais le voile islamique d'un côté, mais alors il faut parler aussi de la kippa, il faut parler aussi du voile des religieuses on met tout catholiques. dedans, du coup, après. Non.
Ça n'a aucun sens parce que le voile islamique a une signification que les autres n'ont pas. Le voile islamique, encore une fois, c'est la distinction entre la femme libre et la femme esclave. La femme esclave ne devant pas porter le voile et donc peut être agressée. Donc il y a une question de sécurité. Aujourd'hui, quand on permet à des femmes d'être voilées, on est en train de mettre une cible dans le dos de toutes les femmes qui ne le sont pas. Oui, évidemment. Et on va changer de sujet, même si malheureusement on s'en rapproche. Je le disais dans l'édito, le gouvernement de Pedro Sanchez qui veut mettre en place des mesures d'urgence et donc qui demande de transférer de manière urgente 500 jeunes migrantes arrivées à Ceuta. Plusieurs régions sur place refusent de les accueillir. Raphaël Steinville, on voit bien en fait la situation devenue ingérable. Il est question quand même de leur sécurité sexuelle pour les envoyer en Espagne et qu'elles ne restent pas à Ceuta. Là, on parle de 500 personnes, 500 jeunes. Les provinces espagnoles ne veulent pas les récupérer et l'Union européenne a dit, même les mineurs, il faut les renvoyer d'où ils viennent. Oui, mais d'une certaine manière, cette situation, elle était écrite à l'avance, sitôt que nous avons assisté à cette vague et ce chaos migratoire qui s'est installé à Ceuta. On savait que s'agissant des mineurs isolés, ils seraient répartis en Espagne avant peut-être demain de rejoindre d'autres pays par leurs propres moyens. Mais d'une certaine manière, pour le coup, dans la mesure où l'Espagne se montre incapable de les renvoyer au Maroc, comment voulez-vous qu'il en soit autrement? Aujourd'hui, on a déjà 15 viols présumés qui ont été subis par ces jeunes filles qui sont offertes finalement à ces jeunes hommes qui pour beaucoup, finalement, les voient comme des proies faciles. C'était des scènes qui ont été décrites par Thibaut Marcheteau, qui était à Ceuta, où ces mineurs isolés se cachaient sous les roues de voitures de police pour tenter d'échapper à leurs agresseurs. Donc oui, il y a quand même une urgence à garantir la sécurité de ces jeunes filles. Mais voilà, c'est parce qu'on a été dans l'incapacité de préserver nos frontières qu'aujourd'hui, nous en sommes réduits à un devoir d'humanité envers ces jeunes filles et assurer des conditions décentes pour finalement qu'elles puissent vivre. Il nous reste très peu de temps, mais Michel Auboin, là-dessus, la question en plus, et on le sait, la problématique des mineurs non accompagnés est extrêmement complexe. On a aujourd'hui l'Union européenne qui leur dit « rentrez chez vous », mais s'ils ne le veulent pas, on n'aura aucun moyen, évidemment, de leur imposer. Oui, s'ils ne le veulent pas, c'est très compliqué. Ceci dit, il faut quand même s'interroger pour savoir qui sont ces mineurs et d'où elles viennent. Parce que si elles viennent du Maroc, c'est quand même assez étonnant qu'il y ait des jeunes filles, parce qu'on parle d'âge d'enfants, de grands enfants, hein, 10 ans, 10 à 12 ans, hein, ouais, qui se soient retrouvés seuls à passer la frontière entre le Maroc et Ceuta. Donc, est-ce que, parce que ces jeunes filles, a priori, ont des familles, et que l'Espagne, qui entretient de bonnes relations avec le Maroc, qui est quand même un pays respectable, serait peut-être en capacité de renvoyer les jeunes filles en question dans leur famille. Si elles ne sont pas dans des familles, c'est qu'elles sont à la rue, déjà en difficulté, quoi. Et après, ça rend, ce que disait Michel de Fayette tout à l'heure est juste, c'est-à-dire qu'effectivement, puisqu'elles ne sont pas voilées, puisqu'elles ont franchi l'eau, la mer, etc., elles sont à la merci de tous les autres. C'est ça. Alors, dans ces mineurs, il y a aussi des mineurs qui viennent des pays d'Afrique subsaharienne, hein, parce que dans les migrants, il y en avait aussi un certain nombre. Et elles, à mon avis, comme malheureusement dans tous les cas de migration, les jeunes femmes qui circulent sont les proies de tous les autres migrants. C'est le moment de saluer nos auditeurs d'Europe 1. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouvez Julien Pichenet. Quel est le programme? Bonjour Julien, d'abord, quel est le programme de l'émission aujourd'hui?